Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formatrices et des pros de l'accompagnement qui veulent construire un vrai business. Un business qui attire, qui transforme et surtout qui rapporte. Tu es une vraie badass et tu as un talent fou pour transformer la vie de tes clients. Mais côté business, tes résultats ne sont pas encore tels que tu pouvais les imaginer. Bref, tu veux plus de clients, plus d'argent et accessoirement plus de liberté dans ton activité ? Bouge pas, tu es au bon endroit. Moi, c'est Céline Pinto, je suis mentor business des formatrices, coachs et pros de l'accompagnement depuis 2020. Ici, je te partage chaque semaine des stratégies concrètes, des clés activables et surtout de la clarté. Sur Le Fil, tu vas découvrir qu'il existe une autre façon de vendre tes accompagnements. Tu vas apprendre à vendre ta valeur et pas juste ton temps. Tu vas structurer ton activité pour avoir plus de clients, plus de revenus, plus de liberté. Bref, sur Le Fil, je te bouscule, je te fais réfléchir, je te fais passer à l'action. Je suis perchée et stratégique. Et ici, on a le droit d'être les deux. Si tu veux reprendre le pouvoir sur ton business, te sentir puissante, souveraine, alignée et enfin assumer ton expansion, accroche ta couronne, on commence maintenant. Hello et bienvenue à toi. Cette semaine, je reçois Laure Daudier. Laure Daudier, c'est l'autrice du bouquin Exploite ta zone de confort. Elle est la fondatrice de ma Slow Boîte et c'est la pionnière de l'accompagnement en slowpreneuriat pour la France. Elle a été sur la scène du TEDx il y a quelques temps et aujourd'hui, j'avais très envie de parler avec elle parce que c'est très important le message qu'elle a à nous faire passer aujourd'hui. Et si tu es formatrice, que tu as envie de te lancer vraiment à vendre tes propres formations, tu vas voir que le message de Laure va être très porteur. Salut Laure, comment tu vas? Salut Céline, écoute, ça va très bien et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Parfait. Alors, pour commencer, on parle de slowpreneuriat. Le but, c'est déjà d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire le slowpreneuriat. Qu'est-ce que c'est que cette petite bête-là? Le slowpreneuriat, c'est une adaptation du mouvement slow à l'entrepreneuriat. Et le mouvement slow, qui est né dans les années 80, ça a toujours été une réponse à un excès dans l'autre sens, donc une accélération qui va épuiser les ressources, amener de la mauvaise qualité, un petit peu peut-être le pire de ce qu'on fait dans l'humanité en ce moment. Et donc le slow est là pour, dans différents domaines, ramener un équilibre. Donc le but n'est pas nécessairement de repartir dans un extrême inverse, mais d'amener une force contraire qui va permettre aux gens en fait, de pouvoir placer leur curseur un peu entre les deux. Pour pouvoir mettre de la nuance, on a besoin aussi de deux forces qui s'opposent. Et donc le slowpreneuriat, c'est une réponse à un monde de l'entrepreneuriat qui depuis un moment déjà, mais ça s'est beaucoup accéléré sur le début du 21e siècle avec l'arrivée des startups, veut que tout aille toujours plus vite, avec des réussites toujours plus impressionnantes, exceptionnelles, et cette accumulation permanente, cette accélération qui n'en finit plus et qui épuise absolument toutes les ressources, que ce soit les ressources naturelles, que ce soit les ressources humaines, et qui amène aujourd'hui à même des gros dégâts sur la santé des humains et de leur environnement, et puis l'agrandissement des inégalités. Enfin voilà. Donc le slowpreneuriat, il a émergé en tant que concept, parce que je pense que ça fait très longtemps finalement. Avant, tout le monde était un peu en slow. Hein. C'est-à-dire qu'on vient juste ramener un peu d'équilibre, hein, faut aussi se le dire, dans tout ce qui est rythme. Mais là, c'est depuis un peu avant le Covid, et ça a pris plus de place après le Covid. Ça vient vraiment ramener une force contraire face à cette accélération, y compris pour les indépendants, puisque aujourd'hui, même quand on est solo, hein, on a l'impression qu'il faut faire autant qu'une start-up. Et donc, au-delà du côté ralentissement, le slowpreneuriat, moi, je le définis comme une manière de créer des business à but humain et à moyen lucratif, entre autres, et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'au-delà du ralentissement, il y a un vrai sujet de, finalement, quel est le but de tout ça? Pourquoi est-ce qu'on crée des entreprises? Aujourd'hui, je crois ça fait un moment, je crois qu'on a fait une grosse erreur d'écrire une entreprise comme une organisation à but lucratif, parce que ça fait du profit la priorité numéro un, alors que
priori, on nous explique que le but, c'est de vendre quelque chose qui répond à un besoin. Donc, peut-être que ce serait bien qu'on revienne sur ça en premier. Et dans le slowprenariat, on fait passer le bien-être de l'humain, sa santé, y compris et surtout, en premier lieu, peut-être dans les prises de décision, celui qui font l'entreprise et ses équipes. C'est ça qui fait priorité dans les prises de décision. Donc, c'est pas qu'une question de ralentissement, même si c'est une donnée importante. C'est vraiment une manière de voir l'entrepreneuriat autrement, en arrêtant de considérer l'entrepreneur, en tout cas, comme le capitaine du bateau qui doit tout faire pour les autres, se sacrifier pour son projet, se sacrifier pour ses équipes, se sacrifier pour sur ses clients et finalement devenir beaucoup moins disponible, beaucoup moins éclairé, etc., quoi. Je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, quand on crée son entreprise, le KPI, l'indicateur le plus valorisé, on va dire ça comme ça, pour tous les entrepreneurs, c'est le chiffre d'affaires qui est réalisé. Ouais. Sauf que quand on est solopreneur, et moi, la majorité des gens qui m'écoutent, ils sont solopreneurs, et moi-même, je le suis, il y a aussi une question de santé mentale. Alors, si tu veux bien, moi, je vais avoir une vision très égocentrée de l'entrepreneur pendant cet épisode. Mais clairement, faire du chiffre d'affaires et avoir une santé mentale ou même une vie sociale ou familiale réduite à néant, en fait, c'est vraiment pas le bon calcul finalement. Et toi, ce que tu prônes, c'est aussi de ralentir. Tu parles de la hustle culture, je ne sais même pas comment on dit ce terme-là, Oui, le fait de bosser comme un taré tout le temps, à la recherche de chiffre d'affaires. Mais en fait, le chiffre d'affaires, c'est pas le seul indicateur. Et le bien-être, alors d'ailleurs, dans ton livre, il y a un schéma comme ça en quatre parties ou trois parties, je sais plus. Mais c'est exactement ça, quoi. C'est pas, le chiffre d'affaires n'est pas le seul indicateur de succès de l'entrepreneur. Oui, enfin, c'est même, je trouve que c'est certainement même l'un des indicateurs qui dit le moins de choses. Parce que éventuellement, si on doit parler d'argent, qu'on parle de marge, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste une fois que quand l'argent est rentré et quand l'autre argent est sorti. Et moi, je vois la notion de rentabilité dans le slowpreneuriat beaucoup plus largement que juste est-ce que j'ai eu plus de rentrée d'argent que de sortie. Il y a vraiment mettre en parallèle l'énergie que ça nous a pris et le plaisir que ça nous a donné. C'est-à-dire que même si on a une excellente marge de profit financier, mais que pour l'obtenir, ça nous a coûté notre santé ou qu'on n'y a pas pris tellement de plaisir, pour moi, on n'est pas rentable. On a fait une rentabilité comptable, mais je pense qu'au bout du compte, dans notre quotidien, dans notre vécu, ce qui nous rend heureux dans notre travail et qui dure, c'est-à-dire quelque chose qui va nous rendre heureux durablement et pas juste un youpi, j'ai 10 000 euros sur mon chiffre d'affaires et dans mon compte en banque, qui est très fugace, comme tu vois, comme petite satisfaction. Je crois au contraire que c'est aimer ce qu'on fait, les échanges qu'on a avec nos clients, avec nos pairs. Tu vois, c'est ce qu'on vit au quotidien, l'impression d'être utile, d'avoir permis à nos clients d'apprendre des choses, de progresser, d'avoir communiqué, vendu avec des façons de faire qui nous ressemblent. On n'a pas eu l'impression de se contorsionner ou de culpabiliser ou d'être nul parce que ça nous a demandé un effort incommensurable. Tu vois, et puis la santé, c'est-à-dire que si au bout du compte, on se dit, ah là là, je suis content, hein, j'ai fait un gros chiffre d'affaires et puis en plus, j'ai moins dépensé. Mais par contre, qu'est-ce que je suis fatiguée et j'ai plus l'énergie, j'ai même plus l'énergie pour aller voir ma famille, pour aller voir mes potes, je suis irritable avec mes enfants. Je pense que, en vrai, dans ces moments-là, quand on se rend compte de ce qu'on a sacrifié pour l'argent, il y a bien des gens qui doivent peut-être en façade dire, ah là là, je suis hyper fière, j'ai atteint ça, tu vois, comme palier, comme chiffre d'affaires, mais qui, derrière, tu vois, en coulisses, doivent se dire, mais c'est pas ce que j'imaginais, en fait. C'est rude. Et est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et je sais, pour avoir discuté avec pas mal de personnes qui ont eu des succès fulgurants comme ça, que c'est vraiment ce qui se vit, c'est-à-dire, ouais, ok, tout le monde pense que j'ai une réussite de fou, mais en fait, je me rends compte que j'ai pas moi l'impression d'avoir réussi tant que ça, parce qu'en fait, ça m'a trop coûté. Mm.
Oui, c'est clair. Tout à l'heure, avant de démarrer l'enregistrement, on a parlé des différentes méthodes qui peuvent exister pour faire de l'argent avec sa boîte. Donc, clairement, il y a plein de choses qui sont possibles, imaginables, etc. Mais sauf que chaque méthode que tu vas utiliser, que ce soit du lancement, de l'evergreen, de la publicité, des masterclass, n'importe quoi, en fait, à chaque fois, ça demande, alors pour moi, c'est le setting et la prospection, ça va demander d'aller chercher des choses chez toi qui sont plus ou moins naturelles. Ouais. Notamment, toi, tu viens de faire un TEDx, tu viens de parler là sur un sommet, etc. Toi, c'est quelque chose que c'est naturel pour toi, c'est totalement dans ta zone de confort, tu as l'habitude de faire ça. Et moi, c'est pareil. Par exemple, j'adore animer des masterclass. Par contre, je déteste envoyer des messages sur Instagram ou sur LinkedIn pour dire, ah, t'as vu mon dernier post, est-ce que tu veux bien acheter mon offre? Ça, c'est vraiment le truc que je peux pas faire. Et en fait, ce qu'on disait juste avant, c'est que justement, il y a plein de méthodes pour développer son activité. Et toi, la priorité dans le slow, justement, c'est de trouver cette méthode-là qui te convient, qui est dans ta zone de confort. Et c'est notamment le titre de ton livre, où, en fin de compte, on va aller chercher les éléments sur lesquels on est fort, on est puissant et qui nous donnent de l'énergie au quotidien pour aller vraiment s'appuyer dessus. Et moi, quand j'ai lu ton bouquin il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, purée, j'ai une vraie prise de conscience, en fait, où j'ai compris que tous les jours, je me levais, j'arrivais à mon bureau et je culpabilisais parce que j'avais pas envie d'envoyer des messages de setting, de prospection, etc. Et qu'en fait, ça me faisait culpabiliser, ça me mettait un nœud au ventre et je me disais, ouais, tu vas pas réussir, ta boîte, elle va pas cartonner et tout ça à cause de ça. Et en fait, en lisant ton livre, là, je me suis rendu compte que finalement, j'adore créer du contenu, j'adore animer des masterclass, j'adore faire ce podcast et qu'en réalité, c'est ça qui peut être ma source de développement intérieur parce que quand tu fais des choses que tu aimes, ça te nourrit et ta créativité est décuplée. Mais en plus, c'est aussi au service de ton business. Et ça, je trouvais que c'était une vraie prise de conscience en lisant ton livre. Oui, complètement. En fait, ce que j'explique, c'est que on a été éduqués, et depuis toujours, depuis l'école en fait, avec cette idée que la manière de réussir, il n'y a pas 50 000 manières de réussir, c'est de regarder comment on fait les autres et d'appliquer la même chose. C'est-à-dire de ne pas réinventer la roue et en gros d'appliquer les méthodes qu'on fait leurs preuves. Et puis si c'est dur, c'est à nous de faire les efforts pour nous y adapter. Et avec toute cette influence des courants de pensée autour de la méritocratie, de la glorification de la souffrance, de la justification même de la souffrance qui serait absolument nécessaire et des sacrifices pour obtenir certains résultats. Et en fait, on entend ça depuis toujours. Et en plus, dans notre vécu, pour ceux qui ont été dans des écoles avec... c'est en dehors de certaines écoles alternatives, type Montessori, Steiner, etc., où là, c'est peut-être plus adapté à chaque enfant, mais l'immense majorité d'entre nous, c'est ce qu'on a vécu, c'est-à-dire que les enseignants, ils nous apprenaient avec leur pédagogie, c'était la même pour toute la classe, et puis si on avait du bol, c'était une avec qui ça marchait bien, et puis si on n'avait pas de bol, c'est une pour laquelle on avait des difficultés. Mais en tout cas, on est habitué depuis tout petit à nous dire, si on n'y arrive pas, c'est nous le problème. Et en fait, moi, ce que j'explique, c'est que le problème ne vient absolument pas des humains, c'est une incompatibilité qu'il y a entre certaines méthodes et certaines personnes. Et ça ne dit rien ni de la méthode, ni de la personne. C'est vraiment une question de match, tu vois. Tu as une pièce de puzzle qui ne rentre pas avec une autre pièce de puzzle, on ne va pas dire, il y a une des deux pièces de puzzle qui a un défaut. Non, c'est juste pas la bonne pièce de puzzle. Enfin, à un moment donné, il faut que ça matche. Et quand on comprend ça, quand on comprend qu'on a chacun, on a tous un câblage de cerveau différent, et puis on a des talents naturels qui ne sont pas les mêmes que les autres, on a des réalités différentes, etc. On a des appétences qui pourraient paraître comme absolument horribles pour d'autres, peu importe en fait. Quand on prend conscience de ce qu'on a dans notre zone de confort, où il y a notamment tout ça, ça permet de se dire, ok, donc en fait, moi, mon fonctionnement, c'est comme ça, ma pièce de puzzle, elle ressemble à ça, quelle va être la méthode avec laquelle ça matche? Et parfois, on va trouver des méthodes avec qui ça marche, qui vont nous être transmises par d'autres personnes, qui vont nous former là-dessus. Et très bien, ça permet de faire gagner du temps. Et puis parfois, on va faire un petit peu notre mix et on va prendre des choses existantes et on va les adapter, les ajuster
pour qu'elles correspondent plus à notre mode de fonctionnement. Je te donne un exemple concret. Aujourd'hui, je fais de l'accompagnement individuel et c'est des accompagnements qui représentent plusieurs centaines d'euros, voire plus de 1 000 euros quand c'est des accompagnements longs. Donc, ce n'est pas le genre de décision que tu prends comme ça où les gens achètent directement en ligne. Et habituellement, sur de l'accompagnement comme ça, le modèle le plus courant, ça va être des appels découvertes. Donc, tu prends 30 minutes, la personne t'explique, voilà. Moi, ça ne correspond pas à mon mode de fonctionnement à plusieurs égards. Déjà, parce que c'est du temps d'écran supplémentaire en interaction directe et que j'apprécie ça, mais j'ai un profil plus introverti en termes d'énergie que ça me prend. Donc, si je dépasse la quantité de temps que je passe en interaction, à la fin de la semaine, je suis cramée. Et j'ai déjà ces temps d'interaction, en l'occurrence, pour mes accompagnements. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, je suis quelqu'un d'assez généreuse, c'est-à-dire que je n'arrive pas, et ça ne me ressemble pas, quand quelqu'un me demande un conseil, tu sais, de limiter en disant non, mais là, par contre, si tu veux savoir ça, voilà. Ça ne me correspond pas, et pas que en question de croyance. C'est-à-dire que c'est pas que j'ai l'impression que je serais une mauvaise personne ou que je culpabilise, c'est qu'en fait, quand je suis partie, je suis partie. Donc, les appels découvertes, moi, je me disais, je comprends l'intention et le besoin qu'ont les gens derrière de discuter, de voir, de t'entendre parler de leurs projets, de voir comment tu analyses aussi leurs problématiques et comment tu pourrais les aider. Ça, c'est ce qui vient d'eux, leurs besoins. Mais de l'autre, dans la manière de faire, je dis, ah, mais en fait, moi, soit ça va m'épuiser, soit en fait, je vais donner trop, ça va durer trop longtemps et ça va, en plus, je ne tiendrai jamais une demi-heure. Et donc, dans le soloprenariat, on a une façon de concevoir absolument tout ce qu'on fait, les offres, notre manière de communiquer, notre manière de vendre, qui est de la co-construction. Et en fait, c'est exactement ça. C'est aller trouver où est-ce qu'on trouve un point de rencontre entre les besoins de la cible, les besoins du public à qui elle s'adresse, et nos besoins à nous et notre zone de confort. Et en me posant cette question à partir de là, en me disant comment est-ce que je pourrais, avec quelque chose qui est facile pour moi, donner aux gens ce qu'ils cherchent. Donc, pouvoir se projeter avec moi, voir s'il y a le feeling, etc., etc. Au départ, je faisais jusqu'à l'année dernière des projections écrites parce que j'avais un accompagnement sur 1 an. Et donc, sans être devin, mais je leur imaginais un futur possible, ce qui pourrait travailler, etc., dans le programme qui existait. Ce programme, il n'existe plus, donc j'ai arrêté ça. Mais j'ai continué à faire des projections, mais cette fois, je l'ai fait à l'oral. Et en fait, les gens, ils remplissent un questionnaire où ils me donnent vraiment où ils en sont, ce qu'ils voudraient atteindre comme objectif, etc. Donc, je leur pose pas mal de questions. Et après, moi, je prends un outil de capture vidéo de mon écran où on voit ma tête. Et en fait, je commente et je leur dis, ben voilà ce que je vois dans ce que tu m'as dit. Voilà comment je vois, comment je pourrais t'accompagner là-dessus, sur tel sujet. Et puis, ce que j'ai pu voir déjà déceler, si j'ai des pistes, je les donne. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, je ne retiens rien, je donne parce que je pense que c'est important aussi. Mais sauf que ça me prend 15 minutes. Parce qu'en fait, j'ai personne qui renvoie la balle de l'autre côté. Donc, moi, je me suis basée sur ça. Et eux, ils me voient en vidéo, donc ça leur permet de voir comment... tu vois, ça répond aussi à ce besoin de est-ce qu'elle a bien compris ma problématique, etc. Et après, on va échanger de 3 mails éventuellement, voilà. Donc, tu vois, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui font comme ça. Je ne l'ai jamais vu, mais il y en a peut-être d'autres qui ont eu l'idée. Hein. Je ne suis pas en train de dire j'ai une idée de génie. Mais je suis vraiment partie d'une méthode qui existe. Aller chercher qu'est-ce que les gens ils gagnent à cette méthode et est-ce que moi, je peux leur apporter la même chose, mais d'une manière qui corresponde beaucoup plus à mon mode de fonctionnement, qui soit plus écologique pour moi et facile en fait. Et pour moi, parler, c'est facile. C'est-à-dire qu'en plus, l'oral est beaucoup plus... je pense que je suis plus pertinente et j'arrive mieux à me faire comprendre. Et en tout cas, c'est plus court pour moi. Donc, ce principe-là, en fait, c'est autre chose. Je fais ça aussi avec mes clients, par exemple, ils font une page de vente et je vais en asynchrone, pareil, filmer mon écran et faire un débrief oral, exactement. Parce que pareil que toi, j'aime bien parler, donc ça fait partie de... Et mes clients adorent cette valeur-là. Parce que en plus c'est dit avec mes mots, comme je dis très bien, c'est à froid, donc c'est-à-dire que j'ouvre la page de vente, j'allume Loom et je démarre l'analyse, ce qui fait que il y a aussi la vision de l'internaute. Enfin bref, ce que je trouve hyper intéressant, et moi ça fait partie de mes valeurs fondamentales dans mon activité, c'est la liberté. Mais
j'ai toujours cherché quelle forme de liberté, parce que donc je suis devenue entrepreneur pour être libre. Mais clairement, je ne suis pas libre de mes mouvements, je ne suis pas libre de partir demain à Bali si j'en ai envie, etc. J'ai une vraie vie, tout comme toi, hein, la famille, etc. Et ma vision de la liberté, eh ben, c'est aussi ça, c'est de me dire, ben, en fait, j'ai le droit de mettre en place l'outil que je veux, la méthode que je veux pour développer mon activité. Et clairement, ce que tu dis sur les appels de vente, moi aussi, j'ai décidé de vendre mon offre signature sans appel de vente, Mhm. malgré que j'aime bien faire ça. Mais en fait, je trouve que voilà, le temps que j'y passe, le stress que ça me donne, etc. En fait, je veux plus ça. Ce qui est intéressant et quand même important de préciser, Laure, tu vas pas me contredire parce que c'est au tout début de ton livre, c'est OK, il faut trouver sa zone de confort, mais c'est pas une raison aussi de, en fait, d'excuse. C'est qu'à un moment donné, il va quand même, si on veut développer une activité et avoir la rentabilité avec le sens que tu en donnes, il faut quand même trouver des endroits où il y a la jonction entre le marché et ton Oui, offre. Parce qu'à un complètement. moment donné, il faut quand même faire des ventes et que malgré tout, faire du chiffre d'affaires, c'est au service de sa vie. C'est peut-être pas l'inverse, mais en tout cas, on est un business. On n'est Oui, pas oui. à En but fait, non lucratif. faut pas se dire que exploiter sa zone de confort, ça veut pas dire je définis ce que j'ai envie de proposer et puis je définis tout ça toute seule dans mon coin et je l'offre au monde. Ça, c'était la manière dont on faisait du marketing et qu'on concevait des offres dans l'après-guerre, en fait. Mais c'était une autre époque. À peu près tout ce qu'on proposait sur le marché se vendait. Enfin, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Et donc, on est parti dans une direction opposée depuis ouais, une bonne vingtaine d'années, 30-20 ans, sur être client-centric. C'est-à-dire, au lieu de commencer par qu'est-ce que je sais faire et du coup, de là, je fais une offre ou un produit, on est parti de quel est le besoin du client et on va mettre en face une réponse avec des ressources. Ça, c'est comme ça qu'on construit des business classiques, mais aussi start-up depuis un moment. C'est identifier une problématique, bien comprendre le besoin client, et en face, on met des ressources. Dans le contexte d'une entreprise traditionnelle dans laquelle on va avoir des salariés et différentes personnes qui vont amener différentes réponses, différentes ressources, pourquoi pas même si à mon sens, on oublie un petit peu de demander à ces personnes-là si ça leur convient. C'est-à-dire les personnes qui vont faire le travail effectif. Ça, c'est pas là pour les personnes qui écoutent le podcast, a priori elles sont solo comme tu m'as dit, donc c'est pas vraiment voilà la ressource humaine dans leur business, c'est elles. Et pour moi là, on a raté quelque chose, c'est de passer de uniquement centré produit à uniquement centré client. Et en fait, dans le slowpreneuriat, on remet les deux à la même échelle d'importance. Ce qui fait qu'effectivement, quand on va mettre des ressources en face, nous sommes une des ressources, nos compétences, notre temps, notre énergie, etc. Et en remettant les deux à égal niveau d'importance, ça permet aussi de ne pas partir dans un extrême inverse. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il faut que ça rencontre son marché, mais pour autant, nous ne sommes pas au service du marché au point d'en faire des sacrifices. Tu vois, c'est vraiment une question de se mettre au même niveau d'importance. Si ce que nous demandent nos clients, ça nous demande de nous adapter au quotidien, ou si pour vendre avec une certaine méthode, ça nous épuise, ça va bousculer nos valeurs, ça nous fait culpabiliser, il y a quelque chose qui coince quelque part, en fait, c'est pas équitable. Ça va peut-être générer des ventes, peut-être que nos clients vont être très contents. Et ça, j'ai énormément de témoignages de personnes qui me disent, moi, je fais les choses d'une manière qui est très inconfortable pour moi, et pourtant, ça ne m'empêche pas de faire du bon travail puisque mes clients sont contents. Et c'est ça le piège. C'est que des fois, on se dit, mais ça donne des résultats. Et parce qu'on a des capacités d'adaptation et en fait une force qui est immense, il ne faut pas croire. Et en fait, exploiter sa zone de confort, ça permet d'atteindre des niveaux d'excellence sans se faire violence envers soi-même, tout en se préservant. D'accord. Il y a plein de manières d'atteindre l'excellence et oui, il y a des personnes qui arrivent à atteindre l'excellence en se faisant du mal, bien sûr. Mais à un moment donné, je n'arrive pas à comprendre si ce n'est pour une question un peu d'idéologie,
assez, à mon avis, compétitive et patriarcale, voire masculiniste, de dire bah moi j'ai réussi, en plus je suis assez résistante, c'est-à-dire je me suis fait du mal, mais quand même j'ai donné, enfin tu vois un peu ce truc de gros bourrin. Je ne comprends pas, de mon point de vue, pourquoi est-ce qu'on devrait, puisqu'on a une manière d'atteindre l'excellence et de servir les gens correctement, qui est respectueuse de nos besoins, pourquoi aller chercher à le faire en se faisant du mal? Si ce n'est, tu vois, cette espèce de gloire malsaine qu'on nous Oui, encourage à... puis il y a ce truc aussi d'éducation, c'est-à-dire il faut souffrir pour réussir, et si tu Oui, souffres pas, tu mérites pas ta réussite. Enfin, moi, clairement, j'ai été drivée par ça, et je pense que je le suis encore énormément. C'est-à-dire que tant que j'ai pas souffert ma race, je mérite pas le succès. exactement. Euh, et en même temps, tu vois, cette année, j'ai souffert. Franchement, j'ai vraiment souffert. Mais il y a un truc que je trouve qui fait partie de mes forces, c'est justement le fait que je fasse aucun compromis. Et on le disait tout à l'heure, toi, ce qui t'a amené au slowpreneuriat, c'est le burn-out que tu as vécu quand tu étais salarié. On va en Mhm. reparler. De mon côté, j'ai jamais vécu cette scission entre mon état mental est OK et en fait, je pète un câble parce que déjà, j'ai une famille autour de moi très proche et présente et qui est mon garde-fou. Hein, mon mari, c'est mon garde-fou. Il est toujours là à me dire, attends, là, il faut que tu arrêtes, là, tu... Et donc, je vais l'écouter parce que ma priorité, c'est ma vie de famille. Et pourquoi je dis ça? Oui, cette année, j'ai très souffert et j'ai compris aussi que je déteste faire des compromis. Et ce que tu dis dans le slowpreneuriat, c'est hyper intéressant parce qu'il y a des choses que j'ai arrêté de faire cette année qui ont peut-être été des erreurs financières parce que ça m'a pas mené le succès que je voulais, de pas le faire en fait. Parce que j'aurais pu continuer, enfin j'ai pris un accompagnement, bref, j'aurais pu continuer à m'acharner, à faire des trucs Mhm. qui m'allaient pas, et à souffrir le martyr. Mais en fait, là, j'ai dit stop, j'arrête, Mhm. et je vais faire à ma façon. Je vais aller, j'ai lu ton livre, exploiter ma zone de génie, exploiter l'endroit où je me sens le mieux, et ça va marcher comme ça. Alors, forcément, j'ai pas des résultats financiers explosifs, mais Mhm. ce qui est sûr, c'est que j'ai un équilibre, j'ai ma santé mentale, j'ai mes priorités, c'est-à-dire ma vie familiale, qui sont toujours nickel. Et finalement, je me dis que ça, c'est vivre en toute liberté et sans compromis. Et Mhm. j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu l'idée du slowpreneuriat. Oui, ça après, je pense que c'est une question de tempérament. Moi, je suis un peu comme toi. Ce qui Mm. m'a permis d'aller dans le slow, c'est à la base un côté un peu rebelle, genre, alors ça, ce n'est plus possible. Ça, je ne veux plus. Et je précise aussi que à l'origine, quand j'ai décidé euh, d'aller vers le slowpreneuriat, alors moi, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça à la base. C'était en 2019, personne n'en parlait. Et je ne l'ai pas fait pour suivre un modèle qui je trouvais inspirant. Je l'ai fait par survie. C'est-à-dire que j'ai effectivement, donc j'ai fait un burn-out en 2017 quand j'étais salariée. C'était la deuxième fois que mon corps me disait t'es bien mignonne, mais à un moment donné, tirer sur la corde, ça, c'est pas possible. Quand j'avais eu 22 ans, en 2008, j'ai eu une tumeur inflammatoire à cause du stress chronique. Donc, je n'ai pas compris la première fois. Hein. J'ai encore cru que j'allais être suffisamment lucide et forte pour ne pas retomber dans le piège une deuxième fois, et pas du tout. Parce que les injonctions à la performance dans le monde du travail sont énormes et que je me suis de nouveau pas assez écoutée et j'ai fait ce burn-out. Et j'ai décidé de changer ma manière de travailler. Je m'étais déjà mise à mon compte. J'avais quand même l'intention de ralentir, parce qu'en salariat, je bossais 70 heures par semaine, c'était un enfer. Je bossais quand même déjà beaucoup moins quand j'étais à mon compte, mais je suis tombée enceinte quand je me suis mise à mon compte. Donc en fait, ma première année d'entrepreneuriat, ça a été développer une activité pour la première fois et avoir un enfant pour la première fois. Et en 2019, j'ai fait une ultime crise de nerfs qui m'a fait me dire, mais en fait, soit je change quelque chose pour limiter mon stress, soit je deviens tarée, quoi. Et je ne savais absolument pas comment faire quoi que ce soit là-dessus sur la maternité, parce qu'en fait, mon bébé, bah, c'était un bébé, hein, il n'allait pas s'adapter à moi. Et ça m'a semblé plus facile de changer et de refuser le stress chronique dans mon travail.
Mais j'étais quand même convaincue du coup que mon activité, elle n'allait jamais décoller. Je me suis dit, bon, ben, là, je reste à mon compte, c'est pas grave, je vais vivoter, je vais gagner l'équivalent du SMIC et ça sera déjà très bien. Et voilà, j'étais assez déçue, mais ma priorité, c'était ma santé en fait. Je savais que c'était pas viable autrement. Ça a été une surprise du fait que mon activité, au contraire, décolle en faisant comme ça et en limitant mon stress à la source. Donc le slowpreneuriat, moi, je l'ai découvert en même temps que je l'ai vécu. Et d'un côté, j'ai trouvé ça très cool. Et en même temps, j'ai eu énormément de sentiments de colère au départ, de me dire, mais en fait, on nous envoie au charbon alors qu'il existe une autre voie qui est tout à fait viable, qui est beaucoup plus durable, qui certes ne correspond pas à tous ces récits méritocratiques, mais ça peut marcher. Je ne dis pas que ça marche pour absolument tout le monde, parce qu'en fait, dans le succès en business, il y a surtout beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. D'accord? C'est jamais une garantie. Mais en tout cas, c'est une autre voie possible. Et j'étais très, très énervée pendant quelques temps de me dire, mais pourquoi personne n'en parle? Comment ça se fait qu'on continue à nous envoyer dans cette espèce de vision dans laquelle il est normal de se cramer? Ça, pour moi, ça a été une incompréhension totale. Et c'est ça aussi qui a été pour moi le moteur de Maslow Boîte. C'est-à-dire que j'ai ouvert Maslow Boîte en me disant, mais il faut qu'il y ait plus de gens qui sachent que c'est aussi une voie possible. Toujours est-il que moi, ces 2 expériences de santé font qu'aujourd'hui, je ne suis plus capable de bosser plus de 25 heures par semaine. Donc, avoir des problèmes de santé m'a vraiment privée d'une certaine liberté. Et ça, c'est important de le dire aussi. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont vers le slow après avoir eu des problèmes de santé. Il y en a aussi certains où c'est par rapport à des réalités familiales où effectivement, ils ne peuvent pas vraiment faire autrement. Donc, c'est bien qu'il y ait cette voie-là aujourd'hui. Mais il faut vraiment avoir conscience, si on cherche la liberté, que se cramer, c'est loin d'en offrir, en fait. Il y a même plus de chances que ça nous prive d'une liberté. Tous les gens que j'accompagne aujourd'hui qui ont des maladies chroniques, qui sont rescapés de burn-out, etc., ils peuvent en parler très bien. C'est très paradoxal. Hein. Souvent, on se lance à son compte pour gagner en liberté. Il y en a tellement qui se crament en allant chercher ça. Et je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, peut-être, et je comprends, hein, mais c'est un peu comme être parent. Hein, tant qu'on a des parents, on ne peut pas vraiment se rendre compte. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand on n'a pas eu de vrais gros pépins de santé, j'imagine que c'est compliqué de se rendre compte d'à quel point c'est une privation de liberté. Mais finalement, moi, aujourd'hui, le slowpreneuriat m'en redonne d'une certaine manière parce que j'ai perdu de la liberté d'un côté, mais je m'autorise beaucoup de liberté, comme tu le dis, dans mes méthodologies de travail, dans les sujets que je vais creuser, que je vais amener. Et je ne suis pas heureuse d'avoir vécu ce burn-out. Je ne fais pas partie de ces gens qui disent c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Je pense que c'est une des pires choses qui me soit arrivée dans ma vie. Et si demain on me donne une baguette magique, on me propose de l'effacer, même si ça doit effacer tout ce que j'ai construit aujourd'hui depuis, je n'hésite pas une seconde. Parce que ça m'a... Mais c'est vrai que ça me permet, je pense peut-être plus que de l'entrepreneuriat un peu plus classique, de me saisir de la part de liberté réelle que j'ai. Je trouve que c'est hyper intéressant cette conversation qu'on a sur la liberté parce que très souvent, moi je parle beaucoup de liberté aussi dans le business, puis dans ma manière dans mon marketing, dans mon storytelling, je parle beaucoup de cette idée de liberté. Mais je trouve que c'est dévoyé comme valeur parce que on s'imagine toujours que la liberté de l'entrepreneur, c'est de faire ce qu'il veut quand il veut. En fait, non, c'est juste de pouvoir amener son gamin chez le dentiste le mercredi après. Et en plus, alors, moi, j'ai une vision aussi par rapport à l'argent qui est un peu particulière peut-être pour certaines personnes, mais je crois qu'il y a un vrai sujet aussi sur la liberté financière, tu vois, qui est souvent ce qu'on vient chercher dans des modèles scalables, etc. Et pendant un moment, j'ai compris ça. Moi, j'ai jamais été très excitée par l'argent. La première fois que j'ai fait un mois à 14 000 euros, j'étais là, oh, c'est tout. J'étais presque déçue. En fait, de me dire, mais je suis même pas spécialement. J'étais très contente En fait, moi, je suis beaucoup plus excitée par ce que je fais dans le quotidien, tu vois, ou par l'impact que j'ai. Ça me stimule. Mais l'argent, je suis là, ah bon. Je précise aussi parce je sais qu'il y a des personnes qui sont aussi très, très stimulées par ça. Bon, moi, c'est pas mon cas. Et donc, pour autant, j'entendais ces discours de, bah ouais, effectivement, quand tu as vraiment beaucoup d'argent, bah, tu as envie de faire quelque chose, tu n'es pas frustré, en fait, tu as les capacités financières de le faire. Et puis,
j'ai commencé à discuter pareil avec pas mal d'infopreneurs qui ont eu du succès fulgurant et puis qui se sont rendus compte que devoir gérer d'un coup beaucoup d'argent très soudainement, c'était pas simple non plus, ou qu'on tout cramé, qu'on tout dépensé, parce que gagner de l'argent et gérer de l'argent, c'est pas du tout pareil. En fait, j'ai vu un peu les dessous de tout ça. Et par contre, donc j'ai rencontré des gens qui étaient profondément en mauvaise santé et malheureux alors qu'ils avaient un succès financier qui était pourtant visible. Et donc les gens se disaient, voilà. Mais en plus, c'est pire parce qu'ils n'osaient pas en parler publiquement en disant, mais je peux quand même pas me plaindre d'avoir ce que tant de gens recherchent et ce que je vends en plus pour certains. Et en fait, j'ai pas eu du tout l'impression qu'ils étaient libres parce que quand j'ai pu discuter avec eux sur pourquoi tu ralentis pas et puis quitte à gagner moins, en fait, ils n'y arrivent pas. Et l'aversion à la perte, qui est quelque chose de très puissant chez l'être humain, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a une certaine quantité d'argent, qu'on a juste son niveau de vie par rapport à ça, en fait, redescendre, c'est très, très compliqué. Mais ça, c'est pour tous les humains pareil. L'aversion à la perte, on l'a tous. Et j'ai trouvé qu'au contraire, j'ai eu l'impression qu'ils s'étaient surtout enfermés dans des cages dorées. Et alors c'est marrant, j'entendais Mathieu Ricard dans un podcast qui parlait de ça aussi, qui disait on croit être libre quand on peut faire tout ce qu'on veut, mais en fait non, dans ce cas-là, on est au contraire très un peu je sais plus comment il l'exprime, mais un peu les toutous de nos envies, c'est-à-dire que du coup on a une envie, on a une pensée, et puis en fait on n'est pas du tout libre, on est juste les esclaves de nos pensées, etc. Et moi, à force d'entendre tous ces gens finalement qui n'étaient pas si libres que ça, même si ils semblaient avoir de la liberté financière, je me suis dit, mais finalement, est-ce que la liberté financière, j'ai rapproché ça, tu sais, sur la relation à l'argent d'une relation amicale ou amoureuse. Une relation pour moi dans laquelle tu as toujours avoir besoin d'avoir plus de l'autre, dans laquelle tu ne peux pas te passer de l'autre, et tu vois, tu t'enfermes là-dedans. Moi, ça m'a tout l'air d'être une relation toxique en fait. Alors qu'une relation apaisée, ça peut être une relation où tu passes des bons moments avec l'autre et en même temps, tu n'es pas malheureux quand il ou elle n'est pas là. Tu ne dépends pas de cette personne. Et je me suis dit, là, c'était un de mes gros déclics de cette dernière année, c'est finalement la liberté financière que je cherche aujourd'hui. Moi, c'est d'avoir le moins de besoins possibles qui ne peuvent être remplis que par l'argent. Parce qu'on a évidemment payer ton loyer, payer tes factures. Bon, tu ne vas pas aller le faire en échange de service, par exemple. Mais tu vois, moi, je suis quelqu'un qui ne me suis jamais développé avec la publicité. J'ai jamais fait de la pub ou des choses comme ça. Et pourtant, je n'ai pas moins d'impact, je pense, que certains de mes pairs. J'ai jamais mis d'argent pour avoir plus d'impact. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur mes idées, par exemple, mes idées, mes relations, etc. Donc, tout ça, l'argent peut aider à ça, mais il y a d'autres manières d'accéder à ça. Et moi, mon objectif maintenant, il est très clair, c'est d'avoir vraiment le moins besoin d'argent possible. Ça ne veut pas dire que j'en gagnerai forcément moins, mais tu vois que concrètement, ça sera beaucoup plus facile pour moi d'atteindre le chiffre d'affaires qui permet de répondre à mes besoins. Ce qu'il y a au-dessus, en fait, ça fait de la réserve. Donc, comme ça, j'aurai en plus l'opportunité d'avoir, si j'ai envie d'avoir un mois où je ne fais pas du tout de commercial parce qu'en fait, j'ai envie d'explorer, en fait, j'aurai cette liberté-là. Mais tu vois, c'est vraiment d'être dans une décroissance volontaire et que du coup, il y a moins cette aversion à la perte puisque c'est choisi, c'est progressif, etc. Et moi, depuis que j'ai compris ça, mais je me sens tellement plus libre financièrement, tu vois. En fait, il y a plein de façons de l'être. J'ai encore du taf là-dessus. C'est mon cheminement. Hein. C'est mon cheminement. Mais en fait, c'est toujours dans cette idée, il n'y a pas qu'une seule manière de voir les choses. Oui, carrément. Il y a des personnes qui certainement trouvent de la liberté dans le fait d'avoir certains montants d'argent. Je pense qu'en fait, c'est ça. Ce qui rend libre financièrement, c'est une notion d'abondance, c'est-à-dire d'avoir plus que nécessaire. Ouais. Mais du coup, si les besoins sont moindres, c'est plus facile d'avoir plus que nécessaire. Tu vois ce que je veux dire? Certes, je vois. Et toi, depuis quelque temps, tu parles de robustesse. Alors, ça, c'est vraiment... J'ai pas creusé précisément, j'ai pas recherché, toi, ce que tu entendais par robustesse, etc. Je suis restée dans mon idée de la robustesse. Et clairement, tu vois, cette année, je me suis mis en danger financier. J'ai fait des investissements. Voilà, bon, les gens qui m'écoutent, ils savent sûrement de quoi je veux parler. Et en fait, là, je me suis rendu compte à quel point j'avais une entreprise robuste. Parce que finalement... j'ai pu
tangué avec elle. J'ai tenu le choc Ouais. de cet investissement raté. J'ai refait surface petit à petit et mon entreprise n'a pas fermé. Et en fait, pour moi, c'est ma vision de la robustesse. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Oui, 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 ouais, non, c'est un bon exemple. La robustesse, c'est le fait de maintenir le système stable malgré les fluctuations, stable à court terme et viable à long terme. C'est-à-dire que c'est pas juste sur le moment, mais c'est qu'il est vraiment conçu pour durer. Euh, pour les personnes qui connaissent pas, c'est comme ça que fonctionne le vivant. C'est-à-dire que le vivant, comment est-ce que la vie est toujours là alors que depuis le début de la vie sur Terre et aujourd'hui, il s'est passé quand même un paquet de mouvements et de trucs de volcans, de météorites, d'aléas climatiques. Dans les espèces, il y en a qui ont évolué, il y en a qui ont disparu. Enfin voilà, c'est-à-dire que le chaos est aussi présent que la vie. Et pourtant, le vivant est toujours là. Et en fait, dans sa définition, la robustesse, donc c'est vraiment quelque chose qui nous vient de la biologie à la base, ça vient s'opposer à la performance dans la définition et dans la place que ça a. Et la performance, c'est efficacité plus efficience, donc atteindre l'objectif efficacité avec le moins de moyens possible, y compris du moyen de temps, efficience. Et la performance, c'est la stratégie qui domine dans le monde des affaires, dans le monde du travail, dans la société depuis, je pense, depuis le XXe siècle. Je ne vais pas me tromper, mais on est vraiment là-dessus. Là où dans le vivant, la performance, elle est très ponctuelle. La performance, il y en a aussi dans le vivant, mais de manière très ponctuelle, quand il y a une problématique particulière, une urgence, une crise, voilà. Et le problème, c'est que la performance, quand ça devient une stratégie dominante, ça demande un monde stable et abondant en ressources. Puisque quand on veut faire de la performance, quand on veut pouvoir être efficace et efficient, ben, en fait, on a besoin d'optimiser les choses à partir d'une base, d'un certain contexte, de certains paramètres et de ressources pour faire en sorte que ça marche. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans un monde stable. C'est que là, ça fait quelques décennies qu'on y est de moins en moins et ça s'accélère. Et on n'est plus du tout dans un monde abondant en ressources. Et même les ressources humaines aujourd'hui dans le monde du travail, on les a épuisées. C'est-à-dire que même à ce niveau-là, on va trop loin. Et donc la robustesse, ça commence depuis, pareil, depuis le Covid. Ça prend pas mal de place comme stratégie de réponse aussi aux fluctuations et à l'incertitude, avec notamment le biologiste Olivier Amand qui, en francophonie, en parle beaucoup et a ce rôle de donneur d'alerte et de pédagogue sur le sujet. Et c'est un sujet dont pas mal de grosses entreprises s'emparent, c'est-à-dire qu'ils s'y intéressent parce que l'incertitude, elles l'ont bien senti, c'est-à-dire qu'elles se rendent bien compte là, que le monde a changé. Est-ce qu'elles sont vraiment prêtes ou est-ce qu'elles sont en capacité sur certaines structures qui sont des gros paquebots de vraiment passer du culte de la performance à la robustesse? Je pense que c'est pas simple. Mais toujours est-il qu'en effet, et c'est ça qui est assez rigolo, c'est que les clés de la robustesse, c'est la sous-optimalité. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'urgence, qu'il n'y a pas de crise, etc., on ne cherche pas à être toujours au top. On reste dans le suffisant. Et puis, on va avoir des moments de performance quand il y a besoin d'aller au top. Et la richesse des interactions plutôt que la richesse financière, etc. Donc ça, c'est pour poser le cadre. Et moi, je me suis emparée de ce sujet depuis cette année publiquement. Ça fait depuis l'année dernière que je travaille dessus parce qu'en fait, dans les socles des sous-optimalités, on est vraiment sur le même socle que le slowpreneuriat et c'est assez logique puisqu'en fait, le slow est aussi inspiré du vivant. Et quand j'ai découvert, moi, ces notions-là, donc avec Olivier Amand notamment, ma première réaction, ça a été « mais c'est génial, j'ai l'impression d'avoir une validation scientifique de ce que je fais depuis des années », donc c'était rassurant. Il y a beaucoup de similarités et en même temps, ce que m'a apporté la robustesse, c'est cette conscience que le monde n'allait pas s'arrêter de tanguer. Alors que jusque-là, je pense que j'étais encore un peu dans cette illusion qu'on pouvait durer en faisant quelque chose d'assez, justement, assez un petit peu optimisé. Donc, tu vois, c'était un petit peu en entre-deux. Donc ça m'a permis de me dire, bon, ok, en fait, le but, c'est pas d'essayer de se prémunir des risques, mais de faire avec et de les intégrer directement dans les fondations de nos business. Donc depuis cette année, j'accompagne aussi toujours les gens avec ce prisme-là. Et j'ai commencé à le mentionner officiellement, c'est-à-dire à me faire identifier là-dessus parce que
pour être tout à fait honnête, le mot slowpreneuriat est un mot que les gens, qui freinent beaucoup de gens. Une fois qu'ils ont compris ce que c'est, ils comprennent que c'est pas juste être lent, hein, qu'il y a beaucoup plus riche que ça. Et le mot robustesse est très désirable. Ce qui est rigolo, c'est qu'après, quand les gens croisent la robustesse, ils se font quoi, sous-optimalité, contre la performance, ils déchantent un peu. Mais je trouve que ton exemple est bon, c'est-à-dire que la robustesse, c'est comme le slow, c'est quelque chose de très joyeux et c'est accepter qu'on est dans un monde chaotique. C'est voilà, arrêter de lutter contre ça et plutôt de faire avec. Et oui, il y a du mouvement, mais le bateau, il reste à flot. Et ça ne veut pas dire que du Yes. coup, il va toujours être au top. Mais c'est pas grave. En fait, on vise la durabilité et garder des réserves et être capable justement d'avoir des moments de performance quand il y a des moments de crise sans que ça vienne nous épuiser. Parce qu'aujourd'hui, être sur de la performance tout le temps, c'est juste inhumain dans le sens où nous ne sommes pas capables physiquement, émotionnellement et psychologiquement d'être tout le temps performants. Ça, c'est l'un des plus gros mensonges, je pense, de notre écosystème. Donc, notre entreprise, nous sommes un arbre avec des racines bien ancrées là où elles sont, dans l'écosystème où il est, avec tous les aléas qui peuvent arriver. Et nous, on est là à tanguer. Malgré tout, notre seul job, c'est de pousser et de bien pousser pour faire des fruits et se reproduire. Ouais, c'est ça. Et Complètement. en fait, ce matin, j'ai vu un oiseau et je me suis dit, mais toi, t'as pas de problème. C'est T'as clair. juste qu'à voler. Et j'écoutais en même temps, tu sais, Three Little Birds de Bob Marley. Et j'ai trouvé la synchronicité vachement cool. Je sais pas pourquoi il y a cet oiseau qui est passé et je l'ai vu. Je me suis dit, purée, mais toi, en fait, t'as rien à faire, quoi. T'as juste qu'à être là, à exister. Et en fait, bah, nous aussi, on est des êtres humains, des êtres vivants. On vit une réalité d'entrepreneur, mais qui est aussi une réalité bien à part et bien à elle. Moi, je sais pas toi, mais moi, dans mon univers très terrien, très campagnard, les gens, ils comprennent rien à ce que je fais. Mm. Donc, je ne parle jamais de mon business en dehors de, voilà, des visios, des sommets ou des réseaux sociaux. Et en fait, c'est une réalité qu'on se crée. C'est quelque chose qu'on s'invente finalement, une histoire qu'on se raconte. Et l'histoire que tu nous as racontée là, pendant cette petite heure, elle est passionnante parce qu'elle revient à qui on est vraiment, Mm. à notre manière de fonctionner bien et juste bien. Pas Mhm. suroptimisé, pas on n'est pas des surhommes ou des surfemmes. Et, et c'est OK. Oui. En fait, il n'y a rien besoin d'aller chercher de plus. Tant que tes besoins, euh, ta zone de confort est comblée et que tu t'amuses. Parce que si c'est joyeux, c'est mieux. Exactement. En fait, je pense qu'on peut faire des choses extraordinaires en restant dans l'ordinaire au quotidien. Mm. Et souvent, les gens, quand tu leur parles de se contenter de faire juste assez, d'être assez, tu sais, c'est toujours teinté dans notre société de oh, c'est pas très excitant, c'est pas. Nous, on aime bien les histoires un peu extraordinaires, nous les humains, tu vois, dans les récits, on aime bien ça. Mais en fait, c'est faire comprendre aux gens que avec un peu de temps et en se laissant de temps, on peut complètement faire des choses extraordinaires sans avoir un quotidien qui le soit. Et moi, enfin, c'est complètement ce que j'essaye de construire. Et encore une fois, mon exemple ne vaut pas. Ça va être pareil pour tout le monde, mais je suis un exemple. Je pense qu'on peut avoir beaucoup d'impact et amener des changements qui sont profonds et avoir aussi des accomplissements. Tu vois, moi, j'aurais jamais pensé ironiquement, que ça irait si vite pour écrire un livre, faire un TEDx. Enfin, tu vois, c'est des trucs que j'aurais bien aimé faire un jour. Mais moi, je me disais, ouais, attends, il va falloir que ça me prendra une dizaine d'années. Mais en fait, pas du tout. Et pourtant, mon quotidien n'a absolument rien d'extraordinaire. Enfin, je ne suis pas, je vis maintenant à la campagne, je fais des trucs, enfin, je suis une daronne de base, je suis une amie de base. Non, mais tu vois, mais par contre,
justement, d'avoir ce quotidien ordinaire, ça me laisse l'espace et le temps d'aller creuser les choses en profondeur, d'aller comprendre les liens. Et du coup, dans ce que je délivre au monde, je pense que c'est ce qui m'aide à faire, tu vois, à toucher plus les gens. C'est-à-dire, je m'agite pas dans tous les sens, je vais plus dans les racines. Et du coup, ce que je vais y chercher peut-être est plus, semble plus novateur ou plus attractif ou moins déjà vu. Et donc, ça attire plus l'attention. Et au final, où ça a plus de sens, ou je sais pas, après, c'est l'impression que j'ai, mais c'est plus les gens qui pourront me dire. Et du coup, ça me permet, avec un quotidien très ordinaire, très limité en plus en temps de travail, etc., d'avoir un impact que certaines personnes arrivent à avoir qu'en travaillant énormément et très dur et beaucoup, enfin, tu vois, et il y en a beaucoup qui n'y arrivent même pas en faisant comme ça. Donc, ouais, l'extraordinaire ne naît pas forcément de l'extraordinaire, au contraire. Ouais, carrément. Et là, c'est hyper chouette ce que tu dis. Je pense qu'on va conclure là-dessus, c'est que tu impactes énormément parce que malgré tout, dans notre secteur, tu es une personne qui a une voix qui porte fort, je trouve. Alors, Et disons griller fort, tu vois, c'est ce que je dis, mais je ne crie pas. exactement. Mais par contre, ça trouve sa place. Ouais. Donc, c'est très inspirant, en tout cas, ce que tu nous dis. D'ailleurs, je tiens à ce que cet épisode sorte avant la fin de l'année parce que je pense qu'on va avoir l'arrivée des injonctions et des bonnes résolutions qui vont arriver. Et donc, je veux impérativement en fait, j'aimerais beaucoup clôturer l'année du podcast sur ton épisode parce que je trouve que le message que tu as à transmettre au monde, il est important pour les infopreneurs. Il va, il permet aussi aux infopreneurs et aux formateurs, enfin voilà, toutes les personnes qui veulent développer leur activité, de comprendre que il n'y a pas que l'argent, la performance, la réussite. Et je trouve que on oublie. Donc voilà, si je peux faire ce cadeau de Noël à tous les gens qui m'écoutent, je trouve ça chouette. Je vais rappeler ton bouquin, c'est Exploite ta zone de confort aux éditions Erol. 7 clés pour atteindre tes objectifs business sans dépasser tes limites. Je pense que tu vas avoir un TEDx bientôt dispo sur Oui, YouTube parce que tu fin janvier, ça devrait l'as arriver. tourné. Est-ce que tu veux bien nous parler de tes offres et de la manière dont on travaille avec toi? Oui, aujourd'hui, pour le moment, parce que ça évolue régulièrement au gré du marché et de mes envies, mais en ce moment, je fais soit de l'accompagnement individuel pour les indépendants et les dirigeants, donc sur plein de problématiques business ou plein de sujets business. Moi, j'ai un bagage en communication, marketing et vente avant, donc je parle aussi pas mal de ces sujets-là, mais toujours sous l'angle du slow. Et après, ça va être autant des gens qui ont besoin de ralentir sans gagner moins, ou qui ont besoin de gagner plus, mais qui veulent pas pour ça se sacrifier, ou je dirais n'importe quel sujet du quotidien des indépendants, mais pour des personnes qui ont envie que ce soit en partant de leur zone de confort et de leur réalité. Et j'anime aussi, là, sur janvier-février, des ateliers autour de la robustesse des indépendants. Puisque moi, je fais ce travail cette année de transposition donc de ces principes-là à la base du vivant, qui ont été transposés dans le monde économique, mais pour les organisations. Moi, je le transpose pour les indépendants. Et donc, je fais des ateliers thématiques où on part de fluctuations assez récurrentes. Par exemple, des gens qui ont une énergie fluctuante pour des raisons de santé ou familiales et ont envie que leur business, lui, ne soit pas aussi fluctuant. Comment est-ce qu'on peut avoir un business qui reste stable, même si on a des rentrées d'argent qui varient aussi. Donc ça c'est quelque chose qu'on rencontre pas mal. J'en ai un sur les métiers qui ont été fortement impactés par l'arrivée de l'IA, mais qui n'ont pas forcément, eux, envie de booster leur business à l'IA parce que ils aiment leur métier, ils n'ont pas envie de le filer à de l'IA et de devenir des pilotes, ou pour raison aussi de valeurs, qui n'ont pas envie de faire ça. Donc comment est-ce qu'ils peuvent prendre cette fluctuation comme une occasion de bifurquer, de faire quelque chose de nouveau et de réjouissant pour eux, mais et de créer des alternatives aussi. Et j'en ai un dernier en février autour des personnes qui sont multipotentielles, donc beaucoup d'idées, beaucoup de voilà, et qui pour le moment s'éparpillent parce qu'elles sont sous des injonctions de la performance, alors qu'en fait la diversité c'est un vrai levier de robustesse. Et donc c'est des ateliers pour voilà, partir de situations très concrètes et voir comment les personnes peuvent rendre leur business indépendant plus robuste, comme toi cette année, pour que oui, des fois il y a des trucs des hauts et des bas, mais en tout cas ça dure. Et même en tant qu'être humain, moi je vais être très axée sur notre vécu et comment on peut nous rester stable, même si notre business parfois il se prend des claques.
Yes. On te trouve sur Instagram et sur LinkedIn. Je te remercie infiniment d'être venu au micro de Le Fil et peut-être un petit mot de la fin. Mais déjà, merci à toi, merci aux personnes qui nous écoutent. Et puis, moi, je trouve ça une bonne idée de faire ça sur la fin de l'année. Et juste, je glisse une dernière chose. En ce qui me concerne, je me fixe jamais d'objectif de chiffre d'affaires. Je me fixe pas tellement d'autres objectifs que des objectifs qualitatifs. Et ça ne m'empêche pas d'avoir un business qui tourne. Donc, les bonnes résolutions, les choses très cadrées, si ça vous parle, ça vous rassure, faites-le. Si vous avez l'impression que c'est un truc obligé, là aussi, dans le pilotage du business, on a plein de façons de faire. Donc, pensez d'abord à vous. J'adore. Bah, je vais couper là. Je te remercie beaucoup et je vous dis à l'année prochaine. Merci beaucoup, salut. Si cet épisode t'a inspiré, secoué ou donné une idée claire à activer, rappelle-toi juste d'une chose, tu as le pouvoir de tout transformer. Tu n'as pas besoin de permission pour viser grand, juste de décisions claires, d'un plan solide et de t'entourer des bonnes personnes. Si tu veux aller plus loin, mon programme de mentorat est là pour les plus déterminés. Tu trouveras le lien juste en dessous de l'épisode. Et si ce podcast te parle, pense à t'abonner, le partager et à laisser une note parce que c'est la meilleure façon de le faire rayonner. À très vite dans un nouvel épisode et d'ici là, continue d'assumer ton expansion.